Merci Mesri pour cette invitation. Merci pour votre présence, même si la journée incitait plus au pique-nique, au barbecue qu'à un colloque. Je dois d'abord vous dire d'où je vous parle. Je suis binational, je suis français et belge. Ce n'est pas un choix, je suis né comme ça, je n'y peux rien. Je suis né avec 2 passeports dans mon berceau. Mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière en France, un peu dans les médias, et puis surtout 20 ans dans les rangs de la DGSE, en travaillant sur différents problèmes, dont celui qui nous occupe ce soir. En 2002, j'ai créé à Bruxelles un centre de recherche et une société de consultance, les CISC, qui travaillent pour des gouvernements et pour des entreprises. J'ai conseillé des politiques à Bruxelles et je suis moi-même récemment entré en politique en cofondant un parti de droite, genre les Républicains, mais version belge. Je suis venu vous parler d'un paradoxe belge. Donc, le paradoxe belge, c'est que la Belgique est un terreau fertile, extrêmement fertile, et même sans doute un des terreaux les plus fertiles pour l'islamisme radical et pour le djihadisme en Europe. Et ce n'est pas nouveau. Nous avons parlé des frères musulmans, mais il faut savoir que les frères musulmans se sont implantés en Europe au départ, c'est un hasard, de la Syrie, après le massacre de Hama en 1982. Il y a eu un exode des frères musulmans syriens qui sont d'abord allés sur l'Allemagne, sur Aix-la-Chapelle et sur Cologne, et puis qui de là sont passés dans l'est de la Belgique, et puis plus tard de la Belgique sont passés en France et dans d'autres pays européens. Donc, dès les années 80, nous avons en Belgique une présence importante, en tout cas structurelle, des frères musulmans. Et puis à partir des années 90, et là c'est un souvenir que j'ai au sein du service que je citais tout à l'heure, quand nous avons commencé à travailler sur le réseau algérien du GIA, dans tous les réseaux, dans tous les complots sur lesquels nous avons travaillé, tous sans exception, il y avait quelque chose, une antenne, une queue de comète, un réseau logistique, un réseau financier en Belgique, pour financer, pour armer des attentats ou pour préparer des attentats qui se passaient en France. En 1998, d'ailleurs, au moment où il y a le basculement entre l'aile internationaliste du GIA et les réseaux Al-Qaïda, dont on parle encore très très peu, en 1998, c'est à Bruxelles que se prépare un attentat qui va fort heureusement être empêché par le travail, entre autres, du juge Bruguière, attentat contre la Coupe du Monde de football qui se déroulait à Paris. Ça se soldera par une petite fusillade dans les rues de Bruxelles et une dizaine d'arrestations de gens qui ont, depuis très longtemps d'ailleurs, été condamnés. En 2001, après le 11 septembre, d'abord en 2001, c'est à Bruxelles, de nouveau, que se prépare l'assassinat d'Ahmed Shah Massoud, qui est inséparable des attentats du 11 septembre, puisque l'assassinat de Massoud, c'est le cadeau que Ben Laden fait aux talibans pour être absolument certain qu'au-delà des lois de l'honneur pachtoun, il ne sera pas expulsé vers les États-Unis ou un autre pays en ayant tué le principal ennemi des talibans, Ahmed Shah Massoud, dont on a beaucoup dit qu'il était progressiste. C'est un autre débat, on ne va pas rentrer là-dedans. Disons qu'il était moins extrémiste que les talibans, ce qui est déjà une qualité en soi. Mais donc en 2001, après les attentats du 11 septembre, c'est à Bruxelles, dès le 14 ou 15 septembre, qu'ont lieu les premières arrestations de membres d'Al-Qaïda qui préparent à nouveau un attentat à Paris. C'est le réseau de Nizar Trabelsi. 2001-2008, une série de complots liés à l'Irak et à Al-Qaïda. Et 2012, premier départ massif, un peu confidentiel au début, mais assez rapidement massif, vers la Syrie, non seulement de Belges, mais aussi de Français et d'autres qui transitent par la Belgique pour gagner la Turquie et de là pour gagner la Syrie. La France est le premier exportateur, on le sait, a été le premier exportateur de djihadistes européens en chiffre absolu vers le Syrak, vers la Syrie et l'Irak. La Belgique a été le premier exportateur européen en nombre relatif. Donc il y a réellement une symbiose. Il y a un continuum sociologique, historique, culturel dans la sphère de l'islam radical entre la Belgique et la France, ce qui est indéniable. Quelle a été la réponse de l'État français face à cette réalité, de l'État belge, pardon, face à la réalité? Alors déjà, je dois dire mettre État et Belge ou Belgique dans la même phrase, c'est un peu contradictoire. J'ai entendu critiquer la France et certains errements qui ont été les nôtres. Il y a malgré tout un État en France et une tradition d'État. La Belgique a ce curieux paradoxe à nouveau d'avoir 7 gouvernements, si on compte les entités fédérées, et pas d'État. Ce qui est quand même un phénomène intéressant et, à ma connaissance, unique. Alors la réaction de la Belgique, ça a été le déni d'abord. Il n'y a pas de problème de radicalisme en Belgique et il n'y a certainement pas de problème de terrorisme. Là, je vous parle des années 80, 90 et début 2000.
Il y a des petits, il y a des gamins qui sont un peu en perte de repères, qui ne savent pas très bien quoi faire et qui se tournent vers l'islam radical, mais c'est tout à fait minoritaire, anecdotique et insignifiant. Donc, pas de renforcement de la sécurité. Je prendrai un exemple. La Sûreté de l'État, qui est l'équivalent belge de la DGSI, du renseignement intérieur et du contre-espionnage, service de sécurité intérieure, a été pendant des années le seul service de renseignement intérieur européen à ne pas disposer de la capacité légale d'effectuer des écoutes téléphoniques. Ils l'ont demandé au début des années 2000, juste après les attentats du 11 septembre, et avec le dossier que je viens de vous exposer, quand même, c'était très étayé. On a un petit problème, il serait peut-être bon de pouvoir de temps en temps intercepter une communication, l'écouter, pour pouvoir agir. Donc en 2001-2002, ils demandent les écoutes. Ils auront l'autorisation de faire des écoutes en 2010, 8 ans plus tard. Il se fait que, sans faire de politique, ce retard à l'allumage est très très largement dû au Parti socialiste, qui a une position totalement dominante et hégémonique dans la politique francophone, en tout cas en Belgique, puisque vous savez qu'il y a 2 groupes linguistiques, et qui a une vision droit de l'homiste, bisounoursesque, qui est absolument invraisemblable de tout ce genre de problèmes. Ça va tellement loin d'ailleurs, et malheureusement ça dépasse les frontières, les limites du Parti socialiste, qu'en 2000, au début des années 2000, un garçon très sympathique, dont je vous révélerai le nom dans moins d'une minute, se rend en Irak pour visiter sans doute des sites touristiques. Il est arrêté en 2005, il est condamné sur place, il fait quelques années de prison, et dès 2010, sa famille commence, après 5 ans de détention, à dire « il est malade, il est très malade, il va mourir, il a un cancer des reins, c'est affreux, il faut le rapatrier, faites quelque chose ». L'ensemble des partis politiques belges, y compris ceux qui se disent de droite, va militer et exercer d'énormes pressions sur l'Irak pour faire libérer ce garçon qui est malade et qui est terminal. Et en 2012, il va être libéré. En 2013, il regagne la Syrie puis l'Irak. Ce garçon s'appelle Oussama Attar, enfin s'appelait Oussama Attar. Il est considéré comme l'un des principaux concepteurs et organisateurs au sein de l'Amniat, les services secrets de Daesh, des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Voilà la conception belge de la lutte contre le terrorisme. Donc, pas de renforcement de la sécurité, c'est un euphémisme, pas d'écoute. On aura même une ministre socialiste très en vue qui dira « mais ces jeunes, je les comprends », en parlant des jeunes qui partent en 2012-2013 vers la Syrie, je les comprends, c'est un peu comme les jeunes idéalistes qui partaient combattre le fascisme en Espagne en 1935-36, enfin 36 en l'occurrence. Voilà où nous en étions. Et puis, 13 novembre 2015, coup de tonnerre, tous les organisateurs et les principaux acteurs des tueries de Paris, qui font quand même 135 morts, sont belges. Et pire, le complot a été préparé pendant 3 mois à Bruxelles sans que personne ne s'en rende compte. Aucun service belge ne fera jamais remonter aucune information dans ce domaine et qui aurait permis peut-être d'éviter le pire. Alors là, il va y avoir des réactions. D'abord, une réponse sécuritaire immédiate. Rappelez-vous, quelques jours plus tard, on va voir les blindés dans les rues de Bruxelles, on va voir des patrouilles militaires, parce qu'il n'y avait pas de plan Vigipirate en Belgique jusque-là, d'ailleurs il n'y en a toujours pas aujourd'hui. Cette présence militaire a été un épiphénomène, même si elle a duré quelques années. Un grand nombre d'arrestations, une panique au sommet de l'État. Je me souviens par exemple que le 22 novembre, j'ai été réveillé en pleine nuit parce que le cabinet du Premier ministre voulait une aide pour trouver, non pas des solutions au problème du djihadisme, j'aurais sans doute été d'ailleurs tout à fait incapable de les aider dans ce domaine, mais pour trouver des arguments pour les conférences de presse internationales, pour expliquer pourquoi on n'avait pas vu ce qui se passait. C'était assez compliqué à expliquer, mais bon, voilà. Mais le plus important, c'est qu'il y a une série de voix à ce moment-là qui s'élèvent et qui disent qu'il serait peut-être bon de faire une commission parlementaire d'enquête pour comprendre pourquoi un attentat aussi massif, qui est l'attentat le plus grave commis en France et un des attentats les plus graves commis en Europe, après celui de la gare de Bologne, a pu être préparé par des Belges en Belgique sans que personne ne le voie. Il n'y aura pas de commission d'enquête. Les partis au pouvoir, qui, à l'époque, sont des partis de droite, cela étant, les partis qui se disent de droite, les partis au pouvoir vont s'opposer fermement à toute commission d'enquête parce qu'ils ne veulent pas fragiliser, disent-ils, le travail des services de renseignement ou de police. 22 mars 2016, rebelote, 35 morts, cette fois-ci à Bruxelles, à l'aéroport et dans une station de métro distante d'une station de la Commission européenne. Et là, évidemment, il devient impossible d'éviter la commission d'enquête. Il y en a une, elle a
à son agenda 2 thèmes, le djihadisme, le terrorisme et le radicalisme islamiste. On parlera beaucoup du djihadisme, on ne parlera pas du radicalisme islamiste, parce que c'est clairement un sujet que beaucoup de politiques belges ne veulent pas aborder, pour des raisons de clientélisme, pour des raisons d'incompétence, pour des raisons d'inculture. J'ai entendu certains parler de l'inculture de certains dirigeants politiques français. Le plus inculte des dirigeants politiques français pourrait passer pour un professeur de Sciences Po à côté de certains politiques belges que je connais, qui n'ont pas dû ouvrir beaucoup de livres depuis qu'ils ont quitté les rangs de l'université. Donc, inculture stratégique, inculture historique, bon, commission d'enquête. Il va y avoir quelques décisions, effectivement, en renforcement de la législation. Par exemple, l'autorisation de perquisitionner 24 heures sur 24 pour les faits de terrorisme, ce qui semble être simplement du bon sens. Hein. En Belgique, c'était un long débat. Et puis la garde à vue. La garde à vue va être rallongée à 2 jours. Moi, j'avais préconisé qu'elle le soit à 4 ou 5, entre 4 et 6, comme en France. On dit oui, mais ça c'est compliqué, il faut changer la Constitution, on ne va pas faire ça. On progresse, on va avoir une garde à vue de 2 jours pour les terroristes. À part que ça n'a rien de nouveau. La garde à vue en Belgique est de 24 heures, prolongeable de 24 heures, sur avis d'un juge d'instruction. Donc dire on fait du 9, on a une garde à vue de 48 heures, ça paraît quand même être assez osé. Et donc, je vous l'ai dit, rien sur la radicalisation. Pas de débat sur ce phénomène, alors que malgré tout, même s'il y a eu la mise à niveau antiterroriste, mise à niveau relative, il y a quand même un petit souci. On ne naît pas terroriste, on ne naît pas djihadiste, on devient terroriste, on devient djihadiste. Et on le devient par ce processus qui est maintenant bien connu, qui est celui de la radicalisation, qui passe d'abord par une sensibilité extrêmement accrue aux faits religieux, une radicalisation de la pratique religieuse, puis une étape politique, et puis pour certains, par une série d'écrémages successifs, un passage à la violence, un passage au djihadisme, qui est la dernière étape. Mais on n'en parlera pas. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, 200 organisations salafistes sont implantées ou présentes en Belgique. Que la radicalisation gagne du terrain. Dans mon entreprise, nous faisons tous les 3 mois pour certains clients un rapport sur les implantations salafistes en France et en Belgique d'ailleurs, et ça progresse des 2 côtés de la frontière, proportionnellement un peu plus du côté belge que du côté français. Les attaques contre la laïcité se multiplient. L'infiltration de radicaux, je ne dis pas de djihadistes, mais de radicaux dans la police et dans l'armée devient un vrai sujet. Et un sujet extrêmement préoccupant sur lequel un commissaire de police dont je suis ami depuis 20 ans me disait il y a quelques jours, on ne peut rien faire. Statutairement, légalement, réglementairement, on ne peut rien faire. Un policier qui devient salafiste, il va rester policier. Éventuellement, on va pouvoir le retirer du contact avec le public, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Voilà la situation. Ce qui m'amène à 2 choses. Il me reste 1 minute 48, mais j'ai peut-être un tout petit peu dépassé, mais pas trop. C'est mon minuteur qui me permet d'être aussi précis. La question des revenants. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la Belgique et la France aujourd'hui sur la question des revenants. La Belgique s'aligne sagement sur la France et dit ils n'ont pas vocation à revenir. Ils doivent être jugés sur place là où les crimes ont été commis, à l'exception d'enfants mineurs qu'on a fait revenir au nombre de 45, sauf erreur de ma part, il y a quelques semaines. Cela étant, très clairement, nous sommes dans une situation de grande fragilité. On l'a rappelé aujourd'hui à plusieurs reprises, des Français et des Belges, en tout cas un à ce jour, ont été condamnés à mort en Irak. Je n'imagine pas que ces peines de mort soient autre chose que symboliques et qu'elles donnent lieu à une exécution. Il est très clair, et je crois que personne ici ne me démentira, il est très clair qu'au moment même où la justice irakienne déciderait de pendre un de ces criminels européens, au moment où la trappe s'ouvrira sous ses pieds, ce sera terminé, l'affaire sera pliée. Les pays européens n'auront d'autre choix que de demander le rapatriement de tous les prisonniers djihadistes en Irak. La pression des organisations de droits de l'homme, la pression des médias et la pression d'une partie du monde politique sera simplement insupportable. Donc, il faudra rapatrier. Donc, j'espère que la justice irakienne, malgré les réserves qu'on peut avoir, monsieur le député, tout en étant absolument évidemment indépendante et souveraine, aura le bon sens de ne pas exécuter ces peines.
Cela étant, ce que je viens de dire est vrai pour toute l'Europe. C'est l'ensemble de l'Europe qui se trouvera dans cette position impossible où il faudra rapatrier. J'ai dépassé mon temps, mais je demande un délai de grâce, un court délai de grâce, si ce machin veut bien s'arrêter. Voilà, il s'est arrêté. Ah, cette mansuétude te fait honneur. Merci. Parce que je voudrais conclure, et là je me permets, avec ta permission Mézery, de conclure un peu hors sujet, parce que fondamentalement beaucoup de choses ont déjà été dites aujourd'hui sur les revenants, sur le djihadisme, sur Daesh, sur le contexte européen, sur le contexte français. Je vous ai un peu éclairé le contexte espagnol, je vous ai un peu éclairé sur le contexte belge. Je voudrais que nous fassions attention à l'hyper-focalisation. Et je vais m'expliquer sur l'hyper-focalisation du monde politique et des services de renseignement. C'est quelque chose que j'ai constaté tout au long de ma carrière, que ce soit à la DGSE ou que ce soit dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Il y a une nature, parce que les politiques, sauf certains, ont peu d'imagination et peu de capacité prospective, il y a une tendance des politiques à découvrir le problème le moment où ils ont le nez dessus, et donc à ne plus voir que ce problème, un peu comme l'arbre peut cacher la forêt. Il est très clair que le djihadisme sunnite, Al-Qaïda et surtout l'État islamique, ou l'organisation qui renaîtra demain sous un autre nom des centres de l'État islamique. N'oublions pas que l'État islamique, c'est une organisation qui a montré dans son histoire une extraordinaire résilience, créée en 98 ou 99 en Jordanie, à peu près dans une cabine téléphonique. Elle est arrivée 20 ans plus tard à contrôler une partie énorme de la Syrie et de l'Irak. Donc aujourd'hui, elle est écrasée territorialement. Ça ne nous garantit pas qu'elle le restera longtemps. D'autant plus que les causes qui ont créé ce mouvement djihadiste sont toujours présentes. Donc ça restera une thématique importante et une menace pour l'Europe, mais ce n'est pas la seule. Il existe en Europe, et contre l'Europe plus exactement, une autre menace terroriste. Et c'est là que je sors totalement du sujet. Cette menace terroriste, elle est iranienne. C'est le terrorisme sponsorisé par l'Iran. J'en parle d'autant plus à l'aise qu'à Paris, nous avons souffert, rappelez-vous, en 85-86, d'une série d'attentats qui a tué 12 personnes, dont à quelques centaines de mètres d'ici, chez Tati, j'habitais dans ce quartier, les morts de la rue de Rennes. Nous voyons l'implication de l'Iran dans ces attentats avait été totalement identifiée et éclairée par mon ami le juge Boulouk, qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui. Les tensions du Golfe aujourd'hui, la guerre de proxy que l'Iran livre à des pays sunnites du Golfe, qui n'ont pas toutes les qualités du monde, mais qui sont nos alliés, et qui sont aussi par ailleurs nos fournisseurs de matières premières, d'énergie. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis font craindre, effectivement, et ça a été dit et annoncé très clairement par les dirigeants iraniens, font craindre qu'il y ait à un moment donné un débordement. Et un des moyens de ce débordement, ce sera l'utilisation, la sponsorisation d'actes de terrorisme. L'Iran, par ses services de renseignement, par l'appui que peuvent lui apporter des organisations comme le Hezbollah, a les capacités d'agir, l'a déjà montré, a des moyens humains et matériels prépositionnés en Europe. Je vous rappellerai simplement, et je vais en finir par là dans moins de 30 secondes, qu'il y a un an, presque jour pour jour, le 30 juin 2018, on arrêtait à Bruxelles deux agents, à Bruxelles de nouveau, curieusement, deux agents iraniens, deux agents dormants qui étaient dans une voiture équipée d'une bombe totalement en état de marche avec son détonateur qui venait à Villepinte qui voulait venir à Villepinte faire exploser le meeting annuel des Moudjahidines du peuple, la principale organisation d'opposition iranienne. Dans cette affaire, on a pour la première fois depuis toujours l'implication directe d'un diplomate iranien en Autriche qui a été arrêté parce qu'il avait oublié que son immunité autrichienne ne le couvrait pas en Allemagne, qui a été arrêté par les Allemands, M. Assadollah Assadi, qui a été extradé vers la Belgique, qui est en attente de jugement à Bruxelles. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine, depuis la révolution iranienne de 1979, qu'on a un diplomate iranien identifié comme étant le moteur, l'organisateur d'une action terroriste. Donc, si la situation du Golfe se tend, le risque d'attentat est clair. La France y est préparée. La Belgique, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'elle ne l'est pas. Et je pense que notre rôle doit aussi être de rappeler au pouvoir politique et au public que ce risque existe et que ce soit du fait du djihadisme sunnite ou que ce soit du fait de nos amis iraniens, nous vivons et nous continuerons à vivre pour l'avenir prévisible dans un monde dangereux. Je vous remercie.